السيد الرئيس شكرا على الحضور الكريم بصفته وباسمه وبالاحترام الواجب له. طبعا la communication, en langue française, c'est la lutte contre la torture et une justice transitionnelle vers une justice préventive. Alors, les mots-clés de cette intervention, c'est pour dire à propos de la torture, cette équité et réconciliation, instance équité et réconciliation n'a pas, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, n'a pas réussi tous les objectifs pour lesquels il a été créé. Notamment, lever le voile sur la vérité des violations des droits de l'homme. Deuxièmement, lutter contre l'impunité. Troisièmement, individualiser, indemniser individuellement et collectivement les victimes de ces années douloureuses du Maroc. Mais au moins, les travaux et les investigations de cette instance ont permis aujourd'hui au Maroc de passer ou de lever le voile sur les pratiques judiciaires ou les dérives de la pratique judiciaire et policière en matière de la lutte contre la torture, permettant par là même au Maroc d'aller vers une justice transitionnelle, vers une justice préventive. Alors le premier point dans lequel je vais rappeler que les travaux de cette instance équité et réconciliation ont permis, je n'ai pas parlé bien évidemment de la torture, comme vous le savez, durant ces années qui était une grave violation des droits humains, mais au moins les investigations menées par cette instance ont permis de lever le voile sur certaines pratiques policières et judiciaires qui favorisent la torture. Certains médias ont pu relater plusieurs dérives. Je vais me contenter de quelques-unes pour ne pas être long. Les dérives de la pratique policière et judiciaire ont été constatées en particulier lors de la garde à vue. La garde à vue a été illimitée contrairement au code de la procédure pénale. L'application systématique d'un code de justice militaire qui était un code très répressif. Preuve à l'appui, il prévoit une dérive de 10 jours en matière de la garde à vue, notamment pour les civils impliqués dans les affaires des atteintes à la sécurité extérieure de l'État. Troisième pratique qui a été relevée également et relatée également par les médias, la falsification des procès verbaux à la date de départ de la garde à vue qui servent à dissimuler les actes de torture. Parmi également les dérives, il y a des dérives judiciaires. Imaginons-nous que certaines juridictions marocaines, et notamment dans les années 90, même s'ils voient des sévices et des cicatrices sur les victimes, ils n'avaient pas à demander ou répondaient à une demande d'expertise qui était souvent demandée par les avocats pour établir la torture. Imaginons également qu'il y a quelques procès-verbaux qui ont servi à condamner des personnes en matière criminelle, chose qui était au contraire du code de la procédure pénale qui prévoit que en matière criminelle, les procès-verbaux ne valent qu'à titre de simple renseignement. Imaginez-vous également que la torture entraîne souvent des décès lors de la garde à vue. Alors, le devoir du ministère public qui était de ordonner une autopsie, ou ordonner une expertise pour poursuivre les auteurs et ouvrir une enquête, ne le fait pas souvent, ce qui caractérise cette indifférence coupable des autorités judiciaires dans la propagation de la lutte contre la torture. Cette instance également a révélé quelques causes d'impunité à l'époque. Parmi ces causes, parce qu'à chaque fois on parle des causes de l'impunité, mais il faut savoir de quoi il s'agit. À l'époque, il y avait l'absence d'une loi qui réprime la torture. Imaginez-vous, le Maroc n'a pas incriminé la torture jusqu'en 2006. Les enquêteurs et les agents de l'État qui étaient coupables de la torture étaient poursuivis par d'autres textes qui prévoient des sanctions minimales. Dans l'absence d'une qualification d'autonomie de la torture appliquée par les agents de l'État, on appliquait des dispositions qui étaient toujours des dispositions tolérantes, à savoir l'omission de porter secours à personne en danger, à savoir les civils
multiplicient les voies de fait, où le code pénal à l'époque ne prévoit que des sanctions minimales. Deuxième chose, l'indifférence coupable des autorités judiciaires. Ce qui a été caractérisé à l'époque, c'est une lenteur judiciaire en matière des allégations de torture. Ce qui a été caractérisé également qu'un ministère public, à l'époque, il était lié par le ministère de la Justice, il couvre souvent les irrégularités commises par les policiers. Un autre mécanisme qui est prévu par le Code de la procédure pénale, qui est l'opportunité de poursuivre, permet toujours au ministère public de fermer les yeux sur les allégations de torture en classant l'affaire sans suite. Malheureusement, ce mécanisme existe toujours dans ce Code de la procédure pénale. Parmi les causes également d'impunité, les victimes n'ont pas été informées. Les victimes n'ont pas été sensibilisées. Les victimes ne savent pas quels sont les moyens qui se trouvent dans le Code de la procédure pénale pour lutter contre l'impunité, etc. En plus que la procédure pénale à l'époque, que vous savez que cette procédure est largement inspirée de la Constitution française, c'est une procédure inquisitoire. Mais là, c'est un crime. C'est que dans toujours le secret qui donne beaucoup de pouvoir au ministère public, qui néglige la victime, qui néglige également l'avocat, parce que l'avocat ne peut pas intervenir, notamment dans cette étape cruciale qui est très difficile, qui est l'étape policière, qui est très difficile, où les garanties de procès équitable n'étaient pas reconnues à l'époque. J'ajoute à cela les difficultés de preuve qui constituent également un obstacle devant l'impunité qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, les difficultés de la preuve, parce que, pourquoi les difficultés de la preuve lorsqu'on parle de la torture? Parce que la torture est une infraction qui se commise à l'abri des regards. C'est une infraction qui est commise par les agents de l'État vis-à-vis des personnes vulnérables qui sont toujours privées de leur liberté. Alors, comment peut-on donc prouver la culpabilité des auteurs de l'État? À l'époque, il n'y avait pas. Le ministère public ne peut pas demander une expertise, ne peut pas demander une autopsie pour savoir certaines personnes décédées lors de la garde à vue. À l'époque, on ne demande pas un examen médical, les magistrats ne répondent pas aux demandes des avocats de la défense qui demandent une expertise. Donc, tout ce mécanisme a été créé pour empêcher l'impunité des agents de l'État. Donc, à partir de là, on va s'ouvrir les travaux et les constatations qui ont permis à cette équité et réconciliation de diagnostiquer la situation au Maroc, qui vont permettre d'aller vers une justice préventive. D'aller vers une justice préventive. Le monde entier aujourd'hui a compris que pour lutter contre la torture, le meilleur mécanisme, c'est la prévention. Les recommandations en ce sens, l'expérience équité et de réconciliation va servir de base pour corriger les anomalies du passé, pour passer d'une justice transitionnelle vers une justice préventive. Je cite quelques exemples de cette justice préventive aujourd'hui, parmi lesquels je vais parler de la prévention, passe premièrement par la formation et l'éducation. Le Maroc, il a vraiment fait un grand pas, mais il reste un chemin à faire, parce que l'éducation, la formation des citoyens et des agents de l'État doivent être formés sur la torture, cette pratique de torture. Le Maroc, il a fait un pas, il a fait un pas dans ce domaine, il a donné également, il a encouragé les ONG à exercer leur rôle de veille à travers le contrôle et les visites des locaux de la garde à vue et des établissements pénitentiaires, mais on constate qu'il faut un effort encore de plus pour réaliser cet objectif. Deuxième chose, deuxième chose, la prévention passe par l'incrimination. Le Maroc aujourd'hui a rempli cette condition. Depuis 2006, on a réprimé la torture. Mais je ne vais pas, à la manière d'un pénaliste privatiste, entrer dans les détails parce qu'il y a trop de critiques, puisque le législateur marocain n'a pas prévu également la prescription, chose qui a été critiquée. La Constitution du juillet 2011 qui s'engage à donner effet aux engagements du Maroc et prévoir ces engagements comme
doit adopter ses engagements. Sur le plan institutionnel, la meilleure prévention pour moi contre la torture est que le Royaume du Maroc a compris qu'il faut garantir l'indépendance de la magistrature. C'est vrai qu'il y avait des réformes, je ne vais pas attendre sur toutes les réformes qui ont été faites, qui ont été préconisées par la charte sur la réforme du système judiciaire depuis 2013. Je ne vais pas m'attendre également à arrêter sur la Constitution marocaine également qui prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais j'aimerais bien saluer cette réforme, notamment la réforme 33-17 qui a réformé le ministère public. Parce que garantir la prévention, il faut garantir le ministère public. Il était, comme je l'avais déjà souligné auparavant, il était lié par le ministère de la Justice. Aujourd'hui, ce mécanisme a été supprimé. Donc le ministère public devenait indépendant, laissant qu'il doit faire sa preuve également dans la pratique, parce que toujours le texte ne suffit pas. Certains de mes collègues le matin ont parlé de l'effectivité. C'est vrai, il y a la Constitution, il y a les réformes, mais l'effectivité, c'est autre chose. Dire les lois est une chose, mais garantir l'effectivité dans la pratique est une autre chose. Je signale également un dernier point, deux points, et après je vais vous demander. Dernière chose, c'est la création d'un mécanisme national de prévention de la torture. C'était en 2019, le Maroc s'est engagé de créer un mécanisme national de prévention de la torture en réponse à l'article 3 du protocole facultatif de la Convention contre la torture qui prévoit un mécanisme de prévention. Parce que c'est quoi la torture? La torture est une pratique qui se déroule dans les lieux de la détention. Ce mécanisme qui est aujourd'hui indépendant va effectuer des visites pour lutter contre la torture. Et dernier point, je ne vais pas entrer en détail sur le code de la procédure pénale. Aujourd'hui, si on veut prévenir la torture, c'est au niveau de la procédure pénale qu'il faut le faire. Je ne vais pas revenir sur cette réforme du code de la procédure pénale 03-23 qui a fait beaucoup même malgré les lacunes, mais au moins il a prévu des mécanismes pour prévenir la torture. Par exemple, l'assistance d'un avocat la première heure de la garde à vue, l'examen médical, la réforme sur la médecine légale, 1777, etc. Je me contente de cela. Merci. Je vous remercie, Président.